Les règles invisibles. Comment les groupes nous changent. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une des forces les plus puissantes et souvent invisibles qui façonnent nos vies, l'influence du groupe. C'est la grande question, non? Pourquoi est-ce qu'on agit si différemment dès qu'on est en groupe? Pensez-y. Une personne peut être super timide toute seule, et puis, avec ses amis, elle devient le bout en train. Ou encore, comment des gens parfaitement sensés peuvent prendre des décisions, disons, un peu étranges, juste parce qu'ils sont en groupe. Toute la réponse, en fait, se trouve dans notre façon même de percevoir le monde qui nous entoure. Alors, pour vraiment saisir ce phénomène, il faut changer de perspective. Il faut en quelque sorte chausser des lunettes un peu spéciales, celles de la psychologie sociale. Et on va voir qu'elle nous offre un angle de vue complètement unique. Ok, regardons ça. La psychologie, on va dire classique, elle voit les choses assez simplement. Il y a un sujet, une personne et un objet. C'est une relation à deux. Facile. Mais là où tout change, c'est avec la psychologie sociale. Elle ajoute un troisième élément, qui est absolument crucial, l'autre. On appelle ça le regard ternaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre façon de voir la réalité n'est jamais directe. Elle passe toujours par le filtre des autres, par leur présence, leurs opinions, leurs normes. L'autre est toujours là, même quand on n'y pense pas. Bon, cette fameuse influence, elle s'exerce où, concrètement? La réponse est simple, dans le groupe. Mais attention, un groupe, ce n'est pas juste une collection de personnes qui se trouvent au même endroit, au même moment. Non, c'est beaucoup plus subtil et bien plus fascinant que ça. L'origine du mot est d'ailleurs géniale pour ça. Groupe vient de l'italien gruppo, qui veut dire un nœud. Et c'est exactement ça l'idée. Imaginez un nœud de fil. C'est un entrelacement, une interdépendance. Chaque fil, c'est un individu, mais il est connecté à tous les autres. C'est ça qui forme une structure qui tient, une structure cohérente et solide. Faisons vite le tri. Une foule dans une gare, c'est juste des gens ensemble par hasard. C'est de la solitude en commun. Une bande de copains, là on se rassemble par plaisir, pour être ensemble, c'est tout. Mais le groupe qui nous intéresse vraiment ici, c'est ce qu'on appelle le groupe primaire. Et lui, il se définit par des interactions fortes, une vraie interdépendance et des buts partagés. C'est là précisément que la magie ou la pression se met en place. Et la preuve que le simple fait d'être en groupe a un effet puissant, elle nous vient des années 20, avec une histoire assez incroyable, l'effet Hawthorne. Dans une usine, des chercheurs ont tout essayé pour améliorer la productivité. Plus de lumière, une meilleure température, rien de très concluant. Et puis ils ont réalisé un truc dingue. La productivité a vraiment grimpé, non pas à cause de ces changements, mais simplement parce que les ouvrières se sentaient observées, parce qu'on leur portait de l'attention. Le simple regard des autres a tout changé. C'est un moteur surpuissant. Allez, on arrive maintenant au cœur du réacteur. La question c'est, comment un groupe peut-il, littéralement, créer sa propre réalité en partant de zéro? C'est la question que s'est posée un chercheur nommé Muzaffer Sherif. Mais juste avant de voir son expérience, il faut définir un mot essentiel, la norme sociale. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est une règle du jeu, une règle partagée par le groupe qui nous dit comment on doit se comporter, penser ou même ressentir les choses dans une situation donnée. C'est le code de conduite du groupe, souvent non dit. Alors, voilà l'expérience, elle est géniale. On met des gens, un par un, dans une pièce totalement noire, avec juste un petit point lumineux. Ce point est fixe, mais à cause d'une illusion d'optique, on a l'impression qu'il bouge. On demande à chacun d'estimer la distance de ce mouvement. Bien sûr, la situation est super ambiguë, donc les réponses partent dans tous les sens. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2, on met ces mêmes personnes ensemble dans la pièce. Et là, magie, leurs estimations commencent à se rapprocher les unes des autres, à converger. Le groupe, sans même s'en rendre compte, est en train de se mettre d'accord sur une distance moyenne. Une norme est née. Mais le plus incroyable, c'est l'étape finale. On les réisole et devinez quoi? Ils continuent à donner la réponse du groupe. Ils l'ont complètement intégrée, intériorisée. Le groupe a de toutes pièces créé sa propre réalité. Très bien. Là, c'était une situation floue, ambiguë. Mais que se passe-t-il quand la réalité est au contraire hyper claire, évidente, mais que le groupe dit tout le contraire? Est-ce qu'on tient bon? C'est la question géniale qu'a posée Solomon Asch. Et le résultat, il est juste énorme. 75%. L'expérience d'Ash était simple. On montre à quelqu'un une ligne et il doit dire laquelle des 3 autres lignes a la même longueur. Franchement, la réponse saute aux yeux. Un enfant pourrait le faire. Sauf que le participant est dans un groupe et tous les autres sont des complices qui donnent exprès la mauvaise réponse. Eh bien, face à cette pression, 75% des gens, les 3/4, ont préféré donner la mauvaise réponse du groupe au moins une fois plutôt que de faire confiance à ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. C'est fou. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi se conformer? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la plus évidente, la peur d'être rejeté, la peur de passer pour l'original, de faire des vagues.
Ensuite, et c'est plus subtil, on commence à douter de soi. On se dit « Attends, si tout le monde voit ça, c'est peut-être moi qui ai un problème ». Et enfin, il y a ce besoin hyper puissant qu'on a tous, le besoin d'appartenir, d'être accepté par le groupe. Voilà, c'est ça le point clé. Si on met les deux expériences côte à côte, on voit les deux grands visages de l'influence sociale. D'un côté, Shérif nous montre que quand la situation est floue, on collabore pour créer une norme commune qui va nous servir de guide. Ça, c'est la normalisation. Et de l'autre côté, H nous montre que quand une norme existe déjà, qu'elle est claire mais fausse, on a une tendance très forte à la suivre quand même. Et ça, c'est le conformisme. Mais attention, l'influence sociale, ce n'est pas juste créer une norme ou suivre une norme, c'est tout un spectre avec des niveaux de pression très très différents. D'un côté du spectre, on a le niveau maximal, l'obéissance. Là, on ne parle plus d'une pression diffuse du groupe, on parle d'un ordre direct, donné par une figure d'autorité. C'est ce qu'a étudié le fameux Stanley Milgram. La pression est à son comble. Et puis, à l'autre bout, heureusement, il y a l'innovation. Et ça, c'est super important. Serge Moscovici a montré qu'une minorité, si elle est soudée, cohérente et tenace, peut réussir à influencer la majorité et à changer les normes. Donc l'influence, ce n'est pas à sens unique. On navigue en permanence entre ces différents pôles. Suivre, obéir, ou au contraire, bousculer les choses et innover. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une question pour chacun de nous. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ces mécanismes, on peut peut-être observer nos propres réactions avec un peu plus de recul. La prochaine fois qu'on se retrouvera en groupe, que ce soit au travail, en famille, entre amis, quelle sera notre position ? Est-ce qu'on va suivre la norme ou est-ce qu'on va participer à la créer, voire à la changer ? La question, évidemment, reste ouverte.